sont à l'heure. Nous allons commencer. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Il était une fois un canevas. Euh, cette petite histoire, vous connaissez probablement tous et toutes un gros succès qu'il y a eu sur la place qui s'appelle le Business Model Generation Canvas, qui a été fait justement par Alexander Osterwalder et Yves Pigneur, qui sont de l'Université de Lausanne, ici en Suisse. C'est un honneur pour les Suisses, et qui a réellement été traduit dans plusieurs langues et qui a atteint des millions de copies dans le monde entier, et qui a été mis à disposition et qui est basé sur vraiment une étude qu'ils ont fait pour définir des modèles d'affaires. Ils ont commencé par un canevas à 9 blocs et ensuite ils ont rajouté le Value Proposition Canvas qui lui permet de mieux travailler sur les besoins de la proposition de valeur. Et ce canevas ensuite a été utilisé par divers, comme ils l'ont mis à disposition, par diverses organisations. Il y a même un effet miroir qui a été fait par l'Institut suisse pour les PME de l'Université de Saint-Gall, diffusé par PostFinance, où c'est très intéressant parce que, au lieu de commencer par les partenaires dans notre lecture occidentale, on commence par les segments de clientèle, ce qui paraît quand même un petit peu plus logique. Mais il y a eu d'autres évolutions qui ont été faites. Le Lean Canva de Ashmoria, donc pour tout ce qui est des Lean Startup, avec quelques modifications, non pas dans la géographie, mais dans les blocs où on y voit le problème, les solutions, les mesures clés et l'avantage injuste, comme l'appelle Ashmoria, par rapport aux compétiteurs sur le marché. Et puis, il y a d'autres canevas qui existaient depuis très longtemps. Donc, des canevas, on en a créé, on en a fait. Et il y a un canevas très intéressant qui est, je dirais, parmi les ancêtres. C'est le cadre logique qui avait été fait pour les développements de la coopération internationale promu par la Banque mondiale, justement pour financer des projets où, en réalité, ils espéraient qu'on puisse résumer en une feuille A4, dans une matrice de 4 par 4, un projet de coopération au développement. Donc, nous avons de notre côté évolué un petit peu où nous nous sommes dit, OK, le canevas de Osterwalder et Pigneur est un canevas vraiment pour l'économie de marché, de l'économie traditionnelle, et le Logic Framework, Logic, avait été vraiment pour des projets d'impact sociétal élevé dans la coopération au développement. Comment est-ce qu'on peut faire? Donc voilà, nous sommes partis des deux canevas et nous sommes arrivés à créer le canevas pour Social Business Models. Donc c'est vraiment la jonction de ces deux avec un réarrangement qui nous a permis dans un premier temps d'arriver à ça. Un canevas de modèle d'affaires social avec 8 questions de base. Mais lui aussi, il a souffert des évolutions. Donc, avec des discussions que nous avons eues en groupe de travail au sein du comité, avec des participants, nous nous sommes dit, OK, qu'est-ce qui nous distingue vraiment du reste? C'est que l'entrepreneuriat social ou l'économie sociale et solidaire est basée fondamentalement sur des valeurs. C'est pour ça que nous avons rajouté au centre du canevas le bloc des valeurs, qui a évolué pour ne pas être seulement un bloc, mais est devenu vraiment un axe. Un canevas aussi, parce qu'il a ses propres composants, et qui est au centre du modèle d'affaires, qui représente le modèle permanent, la mission de l'organisation ou sa logique, mais qui l'a relié ensuite au modèle dynamique, à la vision de l'organisation, donc toute la partie stratégie de l'organisation, et qui a accepté en son centre le modèle relationnel, donc les valeurs sont aussi au centre du modèle de gouvernance, qui est un autre modèle,
Et pour finir, comme on ne voulait pas s'arrêter là, on a chapeauté le tout, toujours centré sur cet axe des valeurs, avec un modèle de responsabilité, de RSE, et celui-ci fortement inspiré ou calqué sur ISO 26000, mais se projetant sur l'ensemble des autres canevas. Revenons un petit peu maintenant au canevas de modèle d'affaires. Donc, c'est, comme je le disais tout à l'heure, centré sur les valeurs, 8 questions de base qu'il faut se poser. Première question, en général, qu'on aborde, c'est quels sont les besoins réels et pertinents. C'est le défi, les opportunités, c'est ce qui va nous mettre en mouvement une fois qu'on a la motivation pour, c'est ce qu'on va analyser en premier pour savoir qu'est-ce qu'on va travailler et qu'est-ce qu'on va chercher à offrir pour répondre à ces besoins. Donc, automatiquement, et ça va en général ensemble, la deuxième question, c'est qui ressent ces besoins? Donc, ça peut être des clients qui vont payer quelque chose pour avoir une prestation. Ça peut être des usagers qui ne vont pas payer, mais c'est l'entreprise qui va payer éventuellement. Ou ça peut être des bénéficiaires directs qui vont recevoir quelque chose pour satisfaire leurs besoins, mais financé éventuellement par un service public. Sans oublier aussi les bénéficiaires indirects. Donc si par exemple on a un problème qui est l'éducation des enfants qui n'ont pas trop envie et pas de trop bons résultats à l'école, ben, les clients et les bénéficiaires directs seront les parents qui vont payer, les élèves qui vont recevoir des prestations, mais les frères et sœurs dans l'ambiance familiale seront des bénéficiaires indirects. Mais il peut y avoir aussi des pans indirects dans la société qu'il ne faut pas oublier. Donc on a toujours ce binôme entre le pourquoi et le qui ressent les besoins. Et c'est ensuite qu'on va penser réellement aux prestations. Donc il y a des recommandations que je vous fais, c'est vraiment analyser vraiment ces binômes besoins et clientèle ou bénéficiaires avant de monter des propositions. Les prestations, ça peut être des produits matériels, ça peut être des services, ça peut être des prestations immatérielles qu'on fait via Internet. Et on va toujours se poser la question, est-ce qu'on le met à disposition, on produit en flux continu et on le met à disposition sur des étagères, ou alors on répond à des demandes spécifiques et on travaille par projet. C'est ce que je dis toujours, la vérité est ailleurs. Donc tout ce qu'on monte entre quatre murs, devant un écran d'ordinateur, quand on fait des prestations, on prépare des prestations, en réalité, on n'a qu'une toute petite partie de la vérité. La vérité, elle va se trouver sur le terrain, donc il faut toujours, dès le départ, aller interviewer des bénéficiaires, des clients, des concurrents, d'autres acteurs du contexte pour savoir vraiment et vérifier si nos hypothèses sont fondées ou pas. Et c'est toujours un apprentissage extraordinaire qu'on peut faire dans cette validation des hypothèses sur le marché, parce que tout d'un coup, on peut tomber sur des informations qui vont changer totalement la figure de notre projet. Ensuite, on va quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, aller vérifier le terrain de jeu. Mais le terrain de jeu, ce n'est pas seulement le marché et le contexte géographique, la région de Lausanne, ou la Suisse romande, ou la France, ou l'Afrique. C'est vraiment aussi tout un environnement qu'on peut appeler de pestel, politique, économique, technologique, social, environnemental et légal, qui va influencer positivement ou négativement notre projet. Ensuite, bien entendu, il faudra analyser le marché. Donc, quelle est la taille du secteur? Est-ce qu'on a un petit secteur? Quelles sont les attentes en plus de la satisfaction des besoins? Quelles sont les attentes des potentiels clients ou bénéficiaires? Est-ce que, par exemple, ils veulent une disponibilité 24 heures sur 24?
ou est-ce que une disponibilité 5 jours en matinée est suffisante pour répondre à leurs besoins? Et il faudra voir aussi quels sont les concurrents, qui est installé à des prestations similaires, des prestations différentes. Et quand on travaille dans l'entrepreneuriat social, ou le tissu des ONG, ou le tissu associatif, il faut jamais oublier qu'on a aussi une concurrence auprès des bailleurs de fonds. Si vous allez auprès d'une fondation qui reçoit 50 demandes à l'année, ben vous serez 1 sur 50. Donc il faudra que votre projet soit plus convaincant que les autres pour avoir droit au financement. Donc ces concurrences, il ne faut surtout pas les oublier. Donc, toujours dans le contexte qu'il faut analyser, c'est pour répondre à ce proverbe africain, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Donc, qui sont les partenaires possibles? Qui sont les alliés? Qui peut jouer le rôle de relais, de prescripteur? Est-ce qu'il y a des faiseurs d'opinion qui peuvent apparaître dans les radios ou à la télévision et favoriser justement l'accès à l'information et l'accès à l'opinion? Est-ce qu'il y a des fournisseurs qui peuvent travailler avec vous avec des conditions absolument extraordinaires? Donc tout ça, il faut aussi le rechercher dans votre contexte. Et ensuite, on arrive, il faut produire, hein, comme dans les temps modernes. Donc il faut partir pour la question, mais comment on va produire toutes ces prestations? Donc c'est la logistique, les ressources, les compétences, les matières premières, les consommables, les installations, l'infrastructure et ne pas oublier aussi les finances. Donc, vous aurez dans ce gros bloc ici la question avec quoi? Ben, qu'est-ce que vous allez payer et qu'est-ce qui va rentrer? D'où va venir l'argent? C'est votre modèle économique. Vous devez vous poser la question parce que dans l'entrepreneuriat social, on cherche vraiment, ou dans l'économie sociale et solidaire, on cherche à avoir une lucrativité suffisante, limitée certes, mais suffisante pour alimenter correctement l'entreprise ou l'organisation et avoir la possibilité de créer des réserves pour ensuite les réinjecter et augmenter l'impact sociétal qu'on cherche à obtenir. Ensuite, il faudra penser aux canaux de communication et de distribution, donc entre le quoi et le qui, comment est-ce qu'on va livrer nos prestations à nos usagers, à nos bénéficiaires, et comment est-ce qu'on va faire savoir que l'on existe, que l'on a quelque chose pour répondre à leurs besoins. Comment on va travailler la relation avec nos usagers. Est-ce que ça va être une relation de 1 à 1? Est-ce que ça va être une relation plus impersonnelle parce qu'ils vont aller se servir eux-mêmes sur un site internet, par exemple? Donc tout ça, ça doit être pensé comment on va approcher toute cette population qu'on veut atteindre. La dernière question est peut-être la plus complexe, la plus difficile. Comme on cherche à répondre à des besoins, on cherche à créer de l'impact sociétal, comment est-ce qu'on va pouvoir le vérifier? Vérifier des chiffres, des comptes, des bilans, c'est en général relativement facile. Si on ne sait pas le faire, on prendra un comptable qui va nous aider à le faire, pas de problème. Par contre, aller mesurer l'impact et savoir si on a vraiment réussi à répondre aux besoins, ça va demander des sources d'informations, des méthodes pour mesurer ces résultats, de définir quelles sont les fréquences de mesure et comment est-ce qu'on va mettre tout ça en équation pour savoir à quel degré on a réussi à faire ce qu'on voulait faire. Et ça, il faut essayer d'y penser dès le départ. Donc, quand on met des besoins ici, dire oui, mais comment est-ce que je vais vérifier si j'arrive à satisfaire à ces besoins? Donc, je donne toujours le conseil, quand on pense à des besoins, on pense déjà à la vérification.
Ça nous donnera beaucoup plus de facilité ensuite pour établir des indicateurs et répondre à cette question, comment c'est vérifiable, comment est-ce qu'on va y arriver. Donc, un rapide résumé de ces 8 questions. Cette fois, je vais les reprendre dans l'ordre d'une lecture à l'occidental, ou presque. Le contexte, donc le où, c'est le contexte, notre terrain de jeu, sans oublier le contexte politique, économique, social, technologique, environnemental et légal. Le pourquoi, c'est les besoins, les problèmes, les opportunités. Ensuite, le qui, c'est nos usagers, nos clients, nos bénéficiaires. Le par quoi, c'est nos canaux de communication et distribution. Le quoi, c'est nos produits, services et prestations. Le avec qui, c'est nos alliés, nos partenaires, nos prescripteurs, c'est ceux qui sont dans le contexte favorable à notre projet, qui vont nous aider. Avec quoi, personnes, ressources, finances. Vérifiable, les mesures, les indicateurs. Comment on peut utiliser ce Canva? En réalité, ce Canva, on peut aller chercher sur la plateforme des affiches qu'on peut télécharger et imprimer ensuite en format A0. Et la meilleure chose à faire, c'est l'utiliser en séance de brainstorming structurée où on va laisser une liberté pour sauter d'un bloc à l'autre, mais en termes d'accompagnateur, on va aussi dire, OK, pensons d'abord à notre contexte, pensons ensuite aux besoins avant de chercher des solutions. Donc c'est l'éternel dilemme, est-ce qu'on crée une solution et ensuite on va chercher qui a besoin de ces solutions, ou on cherche des besoins et ensuite on crée des solutions. Donc là, le rôle de l'accompagnateur peut être intéressant justement pour guider dans une logique qui soit plus saine. Ici, on voit un exemple d'une séance qui avait été faite pour un projet de ressourcerie. Donc on voit que cette affiche A0 s'est remplie d'un nombre de post-it assez considérable. Mais si on n'a pas l'affiche, comme on le voit ici dans d'autres exemples, on peut le projeter contre un mur, on peut l'avoir imprimé en format A3, on peut le dessiner sur des feuilles tout simplement. Donc là, c'est d'autres exemples d'utilisation du Canva qui ont été faites avec un programme Leonardo da Vinci, avec IDEA, avec Impact, avec LGBT, avec Euphoria. Donc divers contextes où on peut utiliser avec 3 personnes ou alors dans des formations complètes ce Canva pour créer des modèles d'affaires qui cherchent vraiment à avoir un impact sociétal plus qu'un impact classique. Participation, il y aura un prochain webinaire le jeudi 9 juin sur les clientèles et les besoins et des classifications. Et vous pourrez revoir ce webinaire qui a été enregistré justement sur le site de Social Business Models.